Le Qatar et la RDC formalisent leur partenariat. Un accord général de coopération a été signé ce jeudi à Doha entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC et le ministre du Commerce du Qatar. Cet accord porte sur la modernisation des infrastructures aéroportuaires et portuaires. Les détails dans ce journal. Également au sommaire, la Cour internationale de justice vient de rendre son arrêt dans l'activité armée de l'Ouganda en RDC. Kampala doit verser 325 millions de dollars américains à Kinshasa, 225 millions de dollars pour les pertes en vies humaines, 40 millions autres pour les dommages aux biens et 60 millions pour les dommages aux ressources naturelles. Et les Congolais sont désormais les seuls à exercer le petit commerce et les commerces en détail en République démocratique du Congo. C'est l'une des recommandations des 3 jours des travaux intenses sur le petit commerce clôturés hier au ministère de l'économie nationale. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu l'ambassadeur de Belgique et une délégation de Bruxelles Airlines. Ils sont venus présenter au chef de l'État congolais un projet de partenariat de cette compagnie belge d'aviation avec la RDC. Pierre Kebambeso Moïsa pour les détails. Bruxelles Airlines, la grande compagnie d'aviation belge, compte entretenir le partenariat avec la République démocratique du Congo dans le domaine du trafic aérien et de l'aviation civile, conduite par l'ambassadeur de Belgique, Johan Andekeu, et une délégation de Bruxelles Airlines composée notamment de son président et de son vice-président pour l'Afrique, a présenté ce vaste projet au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Nous sommes arrivés avant-hier soir et nous avons hier une réunion avec monsieur le ministre du Transport et maintenant nous concrétisons les discussions que nous avons hier avec le ministre des Transports, avec monsieur Tshisekedi qui est le chef de l'État. Et ces discussions parlaient de possibles coopérations dans l'ère de l'aérien, c'est-à-dire en nombre de fréquences, mais aussi en collaboration sur des échanges, du training, de tout ce qu'on pourrait développer ici au Congo au niveau du trafic aérien, aviation civile et autres. Ça, c'était le but de notre rencontre avec Monsieur le Président de la République. Nous, c'est Monsieur le Président de Brussels Airlines, moi-même vice-président, mais aussi Monsieur l'ambassadeur de Belgique qui était présent, et notre directeur national, Monsieur Basrar, qui est basé ici au Congo. Quelle a été la réaction du chef de l'État par rapport à votre démarche ? Très positive. Nous avons un échange entre ses points de vue et ses opinions et nous avons pu expliquer les nôtres aussi. Et je crois que nos vues sont à 99% les mêmes et donc maintenant il faudra travailler dans le futur pour concrétiser ce que nous avons discuté aujourd'hui ensemble. Non, notre démarche est vraiment de pouvoir améliorer tout ce qui est transport aérien au Congo. Et transport aérien, ce n'est pas que les fréquences, c'est aussi comment on opère les infrastructures, les routes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener du trafic touristique. Pour ça, il faut des hôtels, il faut des infrastructures, il faut des routes, il faut des parcs nationaux. Ça, c'est tout cela qu'on a discuté pendant l'heure où nous étions avec le chef de l'État. Dans le cadre de ces futurs partenariats, la mission des dirigeants de Bruxelles Airlines à Kinshasa consiste à évaluer les besoins de la RDC et l'apport de cette compagnie aérienne belge, membre du groupe Lufthansa. Au revoir. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, Kampala doit à Kinshasa 325 millions de dollars américains pour l'activité armée de l'Ouganda en RDC, précisément dans la ville de Kisangani. La Cour internationale de justice vient de rendre son arrêt sur la question des réparations. Cédric Kenina. Un conflit qui a impliqué près de 9 pays africains au cœur de la République démocratique du Congo, l'Ouganda et les Rwandais aux côtés des forces rebelles. La RDC était en feu, faisant plusieurs centaines de milliers de morts. Au regard de la gravité des faits, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'Organisation des Nations Unies, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, a estimé que l'Ouganda devait verser à la RDC 325 millions de dollars américains, répartis comme suit. 225 millions de dollars pour les pertes en vies humaines, 40 millions pour les dommages et 60 millions de dollars pour les dommages occasionnés aux ressources naturelles, propos du juge Johan Donog. En amont, la RDC avait accusé l'Ouganda d'actes de barbarie, évoquant une occupation de 5 ans marquée par des très graves atteintes aux droits de l'homme. À la suite du jugement de 2005, les deux voisins ne s'étaient pas mis d'accord sur le montant des
des réparations, malgré plusieurs reports de l'affaire devant la Cour internationale de justice qui n'avait plus d'autre choix que de fixer la somme elle-même. Et en bref, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu a dit hier la messe en mémoire des victimes de la rupture de câbles haute tension de la SNEL. Le cardinal Ambongo a sollicité la délocalisation du marché Matadi Kibala. Il a également prévenu les autorités politico-administratives du pays en général et de Kinshasa en particulier sur un éventuel drame du type Matadi Kibala si les mesures ne sont pas prises. C'était au cours de son homélie d'hier, mercredi 9 février, à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Mongafula lors de la messe de suffrage des 25 victimes de la tragédie du 10 mars. La banque d'investissement et de garantie prend lisiblement forme en République démocratique du Congo et le gouvernement y tient. C'est le sens qu'il faut donner à l'atelier des restitutions, de l'étude des faisabilités de la mise en place de cette banque ouverte ce jeudi au Fleuve Congo Hôtel par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Pati Tondouangou, Marcel Mobenga et bienvenue Lusala. La mise en œuvre d'une banque d'investissement et de garantie en République démocratique du Congo se précise petit à petit. Les travaux de l'atelier des restitutions, de l'étude des faisabilités, de création de cette institution bancaire ont été lancés ce jeudi 10 février 2022 par le Premier ministre. Jean-Michel Samalukonde Kienge retient que la création de cette banque reste une priorité de son gouvernement. Aussi, le chef de l'exécutif national a promis l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre effective de ces projets. La création de cette institution de financement est une priorité qui s'aligne sur le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2023 et s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui veut faire de notre pays, la République démocratique du Congo, un État fort, prospère et solidaire. Le climat des affaires demeure une préoccupation du gouvernement, soutient le ministre de l'Industrie Julien Paluku. Le pays va attirer davantage des investisseurs à travers cette vision salvatrice du chef de l'État traduite par le gouvernement Sama. L'étude qui sera présentée sous peu est une première étape du processus de la Banque d'investissement et de garantie publique en République démocratique du Congo. La deuxième étape qui consiste à la mise en œuvre de la feuille de route en vue de l'opérationnalisation effective de cette banque d'investissement et de garantie publique. Une fois mise en place, cette institution bancaire d'investissement et garantie pourra être un outil important pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est à Doha, au Qatar. Il a signé un accord général avec le ministre qatari du Commerce pour le financement de la modernisation des infrastructures aéroportuaires et portuaires. Njili et Luano sont les premiers aéroports concernés. Doris Mozo-Tamboué et Henri Amouré ont signé ce reportage. 10 février 2021, cet événement prend date avec histoire, une alliance scellée entre le Qatar et la RDC, un accord général qui jette des bases d'une coopération multiforme. Il permettra la matérialisation des différents projets en République démocratique du Congo. Le développement de la RDC passera par la modernisation des infrastructures, leitmotiv du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut donner à la République démocratique du Congo des infrastructures aéroportuaires et portuaires aux standards internationaux. Pour le cas d'espèce, les aéroports internationaux de Njili et de la Luano et l'aérodrome d'Indolo sont les premiers à connaître les bénéfices de cet accord général. La partie congolaise à l'accord est conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, et la partie qatari par son ministre de Commerce. Juste après la cérémonie des signatures, la délégation conduite par Christophe Lutundula Palapena Pala a fait la ronde de quelques ministères à Doha
pour la clarté dans les interventions. Elle a été reçue au ministère qatari de l'énergie, des transports et voies de communication, ainsi que celui de l'industrie et du commerce. De l'avis des membres du gouvernement qatari rencontrés, tous ces projets structurants verront leur réalisation accélérée. Les fonctionnaires et agents publics de l'État de Bumba, dans la province de la Mongala, exultent. Le patron de l'administration publique de la RDC, Jean-Pierre Liaou, est arrivé sur place. Il va leur parler de la réforme et les écouter aussi. Nadine Kiloso, et dans sa suite, elle nous en parle. Après l'étape de l'Issala, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est arrivé le mercredi 9 février à Bumba. Dernière étape de sa mission dans les Grands Équateurs. À l'aérodrome de Bumba, Saint-Amand dans l'Ies, qui avait effectué le déplacement pour accueillir avec allégresse le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, comme en témoignent ces images. Après une longue marche à pied, arrivé au rond-point Mobutu, c'est une foule immense qui s'était amassée pour écouter le VPM de la fonction publique. Dans sa communication, le patron de l'administration publique a fixé la population sur les actions menées dans le cadre de la réforme pour changer de paradigme par l'éradication des antivaleurs dans l'administration publique et l'accélération du processus pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre de la fonction publique a informé le Bumbatracien de l'arrivée du chef de l'État dans cette partie du pays. Jean-Pierre Liaou a demandé au peuple de Bumba de réserver un accueil sans précédent au président de la République. Qui sont ceux-là qui veulent recevoir le chef de l'État ici à Bumba? Je demande aux filles et fils de Bumba de l'accueillir ce jour-là avec une joie immense. Accueil digne d'un roi, preuve que nous l'aimons dans nos cœurs. Et bien avant de quitter l'Issala, le vice-premier ministre avait tenu plusieurs réunions en commençant par son exposé à l'université de l'Issala en présence de corps professoral et les étudiants. S'en est suivi l'échange avec les chefs de division de la fonction publique de la Mongala à l'école Monzoto Mwatongo. Toujours à l'écoute des fonctionnaires, Jean-Pierre Liaou a organisé le face-à-face avec les agents publics de l'État de l'Issala. Nous sommes devant le gouvernorat de la ville de l'Issala. Comme vous le voyez, l'engouement est total. Ici, les agents publics de l'État posent leurs problèmes sans audience ni rendez-vous au vice-premier ministre de la fonction publique. Sur place, le patron de l'administration publique donne des solutions, une approche fort appréciée par les fonctionnaires de l'État qui met face à face les gouvernants et des gouvernés. C'est ce qu'on appelle une administration de proximité. Depuis l'Issala, dans la province de la Mongala, Nadine Kiloso, RDC. Eh bien, le projet Kitoko, qui œuvre dans la gestion des déchets plastiques, va contribuer à assainir la capitale Kinshasa. La vice-premier ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a visité cette nouvelle usine de recyclage de déchets en plastique. Yvette Makuntima et Cédric Enina. 50 tonnes de déchets en plastique à collecter par jour dans la ville de Kinshasa. La tâche est ardue, mais pas impossible. Le projet Kintoko est cette clé de voûte pour assainir Kinshasa. Projet du gouvernement provincial appuyé par Okeplast qui, au-delà de l'assainissement, serait générateur de plusieurs emplois. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui a visité la nouvelle usine de recyclage sur la route poids lourd avant son inauguration, appelle les Quinoises et Quinois à poser des gestes pour la préservation de l'environnement. Je suis pratiquement impressionné, je me sens très à l'aise dans ma conviction. J'avais dit 2022, c'est l'année d'assainissement du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est un travail qui a commencé depuis longtemps pour installer ces usines. Je crois que le fruit est mûr. Bientôt, nous allons les cueillir et l'offrir à la population. Il faut avoir des gestes environnementaux, des gestes qui sauvent. Jérôme Sekana, conseiller en communication de Okeplast, donne la quintessence de ces projets environnementaux. Cette usine, qui a coûté plus de 15 millions de dollars, va permettre à la ville de Kinshasa et plus tard à la République, parce que nous aurons d'autres usines pareilles à l'intérieur du pays, de pouvoir se débarrasser des tonnes et des tonnes de bouteilles en plastique.
Cette usine comprend un dépôt d'étriage classé selon les catégories, la salle de nettoyage, la préforme et la gestion des eaux usées. Chaque compartiment a été visité par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, guidée par le directeur général des Hockeyplast, Mehdi Atié. En politique, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs est prévue au mois de mars prochain. Vous le savez, et l'Union sacrée de la nation est déterminée à maximiser ses chances. Toutes les grandes figures de cette plateforme politique se sont retrouvées autour de Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, Mbosoko Diampwanga, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le secrétaire général de l'UDPS au fleuve Congo, hôtel Guélor Kimpianga. Déclaration politique. Nous, communicateur de l'Union sacrée de la nation et de surcroît défenseur de la noble vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale. En ce jour réuni de toute urgence, dans le seul but de témoigner notre soutien indéfectible au magistrat suprême et à toutes les institutions politiques de notre pays. Faisant suite à la communication du porte-parole du président de la République, confirmant l'existence des indices sérieux de culpabilité sur des faits avérés d'atteinte à la sûreté de l'État, pesant sur certains acteurs clés de notre régime, nous condamnons fermement les recours à des procédés anticonstitutionnels fait dans le seul objectif de prendre le pouvoir par la force. À cet effet, nous mobilisons tous nos compatriotes congolais au pays et à travers le monde à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force, comme le dispose l'article 64 alinéa 1er de notre Constitution. Par la même occasion, nous dénonçons les silences coupables et complices d'une certaine classe politique congolaise qui reste indifférente alors que les faits si haut décrits sont graves. Nous exprimons notre indignation à l'endroit de tous les hypocrites et traîtres qui nous ont infiltrés depuis le début de notre triomphe électoral de 2019 jusqu'à l'avènement de l'Union sacrée. Nous rappelons à tous les caciques nostalgiques des régimes rebelles qui se sont succédés au pays et leurs nouveaux alliés que la République démocratique du Congo est un don de Dieu. Un pays à histoire propre et donc différente de celle des autres peuples. Vous venez là de suivre la déclaration des communicateurs de l'Union sacrée de la nation. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, les Congolais sont désormais les seuls à exercer le petit commerce et le commerce en détail en RDC, sauf les stations-service, supermarchés, restauration, hôtellerie qui peuvent être tenus par des étrangers. C'est l'une des recommandations de l'atelier sur l'exercice du petit commerce clôturé hier par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba à l'hôtel du gouvernement. Guylain Kassou. Sur l'exercice du petit commerce et commerce en détail en République démocratique du Congo, 3 jours de travaux ont suffi aux participants, chefs de division provinciale, ministres provinciaux et experts des institutions étatiques et de la société civile venus de l'intérieur du pays et ceux de Kinshasa pour formuler des recommandations claires et précises pour que désormais la loi sur le petit commerce sévisse dans notre pays. Un motif de satisfaction pour le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma. Vous avez proposé un ensemble de recommandations et d'actions à mener qui constituent, selon moi, une véritable feuille de route pour la promotion de la classe moyenne et la stabilité des activités commerciales à petite échelle. Soyez persuadés de la haute portée de ces travaux qui s'inscrivent dans la droite vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour sortir la majorité des Congolais du carcan de la pauvreté. Le président du syndicat national des vendeurs du Congo a plaidé pour l'implication du chef de l'État, du gouvernement et du Parlement pour favoriser l'émergence de la classe moyenne en RDC. Le ministère de l'économie avec le gouvernement des Warriors vient de réussir là où tous les prédécesseurs ont échoué.
vient d'organiser un atelier sur les problématiques des petits commerces et du commerce de détail. On peut créer des mineurs congolais qu'à la seule condition de les protéger, de mettre à leur disposition des textes réglementaires qui les sécurisent. Bientôt, une commission interministérielle sera mise en place pour évaluer l'application de la loi portant la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. C'est l'une des décisions prises au cours du dernier Conseil des ministres. Mireille Ndeke pour les détails. Il s'observe que la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et ses mesures d'exécution souffre de plusieurs irrégularités relatives à sa mise en application. Le gouvernement de la République en a fait sa préoccupation. Intervenant à ces sujets au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Maître Eustache Mouranzi Mumbembe, a présenté au gouvernement un rapport sur la problématique d'applicabilité de la dite loi ainsi que le décret d'application y afférent qui en constitue le socle. À cet effet et consécutivement à la demande faite par le président de la République lors de la 38e réunion du Conseil des ministres, le ministre d'État a dans son intervention présenté les différentes contraintes persistantes liées au fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, d'où la mise en application de la dite loi dans toute sa rigueur afin de faciliter l'accès au marché aux PME à capitaux majoritairement congolais. Les patrons de l'entrepreneuriat a dans la même optique insisté pour une bonne appropriation et vulgarisation ainsi qu'une large sensibilisation en la matière, et ce à l'intention de tous les acteurs œuvrant dans ce secteur. Et pour consolider les efforts du gouvernement par rapport à cette problématique, une commission de travail interministérielle composée des ministres de la Justice, des Finances, des Mines, du Travail et celui de l'entrepreneuriat devra être mise en place avec pour objectif de diligenter une mission d'audit afin d'évaluer l'effectivité de la loi ainsi que ses mesures d'exécution, notamment dans le secteur minier. Nous vous l'avions dit, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs est prévue au mois de mars prochain et l'Union sacrée de la nation est déterminée à maximiser ses chances. Toutes les grandes figures de cette plateforme politique se sont retrouvées autour de Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, Mbosoko Diampwanga, président de l'Assemblée nationale, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, au Fleuve Congo Hôtel Guélor Kimpianga. Les élections des gouverneurs des provinces se profilent à l'horizon après la publication du calendrier actualisé par la CENI. À l'Union sacrée de la nation, on canalise les énergies pour ne pas y aller en ordre dispersé. Ainsi se retrouve autour du professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampwanga, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya Chilumba. Tous les chefs de regroupements et personnalités politiques membres de l'Union sacrée de la nation y prennent part activement pour la gestion démocratique des ambitions. Il faut évaluer les chances des candidats de la plateforme pour bien préparer cette compétition électorale à venir. Selon un député qui prend part à ces rencontres, les débats se déroulent en toute démocratie. Plusieurs délégués seront aussi envoyés sur terrain dans les provinces concernées par ce scrutin pour procéder au sondage en vue de permettre aux acteurs majeurs de l'Union sacrée de la nation de se faire une idée exacte sur les chances des candidats à présenter à cette compétition électorale. 14 provinces sont concernées par cette opération. Il s'agit des Bazuélé, Olomami, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala Tanganyika, Chopo, Sankuru, Kinshasa et Kwango. En ce qui concerne l'Ituri, l'élection du gouverneur ne sera organisée qu'après l'état de siège décrété dans cette province par le chef de l'État. L'inspecteur général des finances aurait-il adressé une lettre à la ministre d'État en charge du portefeuille? Eh bien, Jules Alinguete était aujourd'hui chez Adel Kainda Maïna pour fournir plus d'explications sur cette lettre qui a fait le tour des réseaux sociaux. Angèle Mabila Landou et Elie Toumba nous en parlent.
Les différentes réalisations de la ministre d'État en charge du portefeuille, ajoutées aux multiples réformes, font de remous dans les artères politiques. On en veut pour preuve la dernière correspondance de l'inspection générale des finances qui a fait la une sur la toile et largement commentée par les internautes. Déterminé à matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la restructuration profonde des entreprises publiques, faisant fi à tout ce qui se raconte, la ministre d'État, avec un cœur de mer, a réuni autour de lui l'inspecteur général des finances et ses collaborateurs pour aplanir les divergences. Ayant suivi attentivement les explications fournies par l'inspecteur général des finances, qui reconnaît certaines erreurs dans la récolte des données, la ministre d'État a recadré ces derniers en précisant qu'elle agit dans la noblesse. Elle ne fait pas des débats dans des réseaux sociaux. Une réaction du reste est positive qui a poussé l'inspecteur général à faire amende honorable. Nous avons la prétention de penser qu'un service administratif que nous sommes, nous pouvons donner des ordres à un membre du gouvernement. Non. Vous êtes ministre et nous vous devons du respect et quand nous vous transmettons les documents, nous vous les transmettons avec préférence. Nous n'avons pas une autre prétention que de vous accompagner utilement, efficacement, pour que les volets gestion du portefeuille de l'État, dont la responsabilité vous est confiée pour cette une réussite. Et nous regrettons infiniment cet incident. L'administration répond à certaines règles. Martel Adel Kainda Maïna, la place des correspondances n'est pas dans les réseaux sociaux, mais dans un circuit normal de l'administration. Demain, vous aurez la correspondance de l'inspection générale des finances pour rectifier une mauvaise interprétation dans la lecture de ces documents, que votre autorité n'a jamais consacré l'impunité pour preuve. Vous avez sanctionné des mandataires de la société commerciale, des transports et des ports, il y a moins de 5 mois, vous l'avez fait. Comme qui dirait, le linge sale se lave en famille, la ministre d'État, en charge du portefeuille et ses invités ont pris l'engagement de mettre en place un cadre de concertation pour éviter à la longue ces genres de bavures. L'éducation reste l'axe prioritaire du gouvernement congolais, mais aussi de certains opérateurs économiques comme Vodacom à travers sa fondation. Cette entreprise de téléphonie mobile offre au pays un plan intégré dans le but de soutenir la jeunesse congolaise. Elle a procédé à la remise des bourses d'études aux lauréats de l'Exeta édition 2021 sous l'œil vigilant du ministre de l'EPST et de l'enseignement supérieur, Séverine Katanda. Ils sont 25 au total à avoir distingué au test leurs soumis et font désormais partie de la 3e édition de la bourse Exeta conçue par la fondation Vodacom et soutenue par l'État congolais. Ce jeune boursier sélectionné dans différentes provinces et qui s'apprête à entamer leur cursus universitaire mesure la grandeur de ces gestes louables de leurs bienfaiteurs. Au nom de tous les bénéficiaires, nous promettons de ne pas vous décevoir. Assurer nos études, c'est aussi préparer l'avenir de ces pays. L'éducation de jeunes et futurs cadres, un axe important des actions de la Fondation Vodacom qui, par son directeur général adjoint, a appelé ces jeunes à croire en leurs talents. Quant à vous, les jeunes gens, je tiens au nom de la direction générale de Vodacom Congo et de toute la grande famille de Vodacom à vous souhaiter non seulement mes vives félicitations, mais également à vous dire bon vent. Car l'avenir qui est devant vous vous réserve tout ce qu'il y a de meilleur. Le représentant du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique comme celui de l'enseignement supérieur et universitaire ont, au nom du gouvernement, remercié la Fondation Vodacom pour cet énorme soutien à la vision de l'État sur la jeunesse. Depuis quelques années maintenant, la Fondation Vodacom offre au pays un plan intégré dans le but de soutenir les secteurs de l'éducation du primaire au secondaire en passant par l'université et la formation professionnelle avec ce programme de Vodacom Bourse, Exeta ou encore Elite. Une note de marque dans les installations du commissariat général à l'énergie atomique. Le ministre de tutelle José Mpanda a foulé ses pieds pour la première fois et a eu droit à un accueil digne de son rang. Les cadres et agents de cette structure se sont mobilisés pour exprimer leur gratitude à leur autorité de tutelle. Marie Kalong, reportage. Motivation des agents, cette attitude positive était presque inexistante au commissariat général à l'énergie atomique. Le 9 février 2022, la joie était à son comble à l'arrivée du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, maître José Mpanda Kabangu, au CGA Barkrenkan.
Celui-ci vient de mettre en place un nouveau comité de gestion plus dynamique et performant. Réuni en Assemblée générale, le président du syndicat du commissariat général à l'énergie atomique a salué le changement opéré à la tête de cette institution. Il attend du ministre de tutelle son implication dans plusieurs domaines tels que le redémarrage du réacteur Trika 2 et la paye de la prime surnommée Prime Kampa. Le patron de la recherche scientifique, José Mpanda Kabangu, l'homme au service de l'État, veut qu'en tant que locataire dans la fonction qu'il assume, puisse laisser des traces indélébiles sur son passage. Moi, je vous exhorte à être comme Malou et vous me demandez à être comme Kamanda. À ce moment-là, on fera une symbiose, une synergie importante qui nous permettra de développer le pays dans notre secteur. Les montants que j'avais fait bloquer, les 3 400 000, que je n'avais pas voulu qu'on puisse décaisser. Réécrivez-moi, je vais écrire au ministre des Finances pour qu'on mette à votre disposition. C'est quoi Assemblée générale terminée, place au dévoilement du lot de matériel pour la détection de virus dangereux tels que la Covid-19. Juste après, le ministre José Mpanda Kabangu s'est rendu au centre de recherche en géophysique pour faire un suivi des travaux de construction 2 mois après la pose de la première pierre. Aux cliniques universitaires de Kinshasa, le ministre Mpanda a reçu des explications concernant le fonctionnement du nouvel appareil de médecine nucléaire. Monsieur Tariq Lefriek, il est directeur général de Rossure SA. Monsieur Tariq, bonsoir. Bonsoir madame. La Rossure vient d'être agréée par l'ARCA pour la banque assurance. Nous pouvons savoir c'est quoi la banque assurance? Merci pour la question. La banque assurance, c'est tout simplement le fait qu'une banque commerciale distribue les produits d'assurance d'une société d'assurance agréée par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, en sigle l'ARCA. Et c'est quoi l'importance de ce partenariat au fait, entre Rossure et Robank? Très bien. En fait, la banque assurance, en fait, c'est une formule de partenariat entre 2 sociétés, une banque et une assurance, et qui vont œuvrer ensemble, nous Rossure et Robank, dans l'intérêt général de leur clientèle, pour avoir une expérience client commune, pour avoir des services additionnels aux clients de la Robank. Maintenant, le client de la Robank qui passe pour des opérations bancaires notamment, il peut maintenant souscrire des contrats d'assurance dans le réseau des agences Robank à travers tout le pays. Et maintenant, c'est un service additionnel, plus. Et c'est un concept qu'on appelle le one-stop shop, c'est-à-dire que non seulement vous allez à la banque pour une opération bancaire, mais vous pouvez également souscrire un contrat d'assurance pour subvenir aux aléas de la vie, aussi bien pour des sujets pour vos biens, pour assurer vos biens ou bien vos personnes. Quels sont ces produits, quelques-uns? En fait, je complète d'abord pour l'intérêt, c'est qu'à travers le réseau bancaire qui est assez large, à travers le pays, comme on le sait, c'est un pays quand même assez large, les compagnies d'assurance ne peuvent pas aller dans un premier temps dans tout le pays. À travers le réseau bancaire, nous pouvons servir toute la clientèle et Rossure va être vraiment proche de ses clients à travers le réseau des agences Robank et va contribuer également à cette opération à l'augmentation du taux de pénétration de l'assurance. Donc on serait vraiment très proche de toute la clientèle à travers tout le pays. Et quand vous dites à travers tout le pays, vous avez une gamme de produits que vous... en quelques petits... Oui, rapidement, nous allons distribuer des produits d'assurance comme l'automobile, comme le voyage, comme l'assurance incendie, l'assurance MRH que nous appelons la multirisque habitation. Donc là, c'est des services avec des larges gammes, mais bon, maintenant on commence avec 3 produits dans la non-vie, dans le dommage, et puis après d'autres assurances vie que je laisserai mon collègue en parler tout à l'heure. Deuxième personne à recevoir dans ce journal, c'est monsieur Hugues Toto. Il est directeur général de Rossure Assurance Vie. Avec lui, nous allons parler des différents produits qui sont vendus dans le cadre de ce partenariat. Il faut compléter le directeur général de Rossure SA. Merci beaucoup madame. Pour compléter, pour la branche vie, nous avons essentiellement 2 produits. Il y a le produit d'assurance vie que nous appelons Kimia et l'autre produit Securis. Donc les 2 produits fonctionnent de la même manière. Kimia, c'est à partir de $10, vous pouvez garantir un capital de 1000. Et Securis, lorsque les capitaux demandent à garantir, commencent à être beaucoup plus importants. En des termes simples. En termes simples, c'est-à-dire vous payez aujourd'hui une prime annuelle de $10, on vous garantit $1000 quand il y a
un sinistre. Sinistre, c'est quoi l'assurance vie? Soit un décès ou bien une perte totale et irréversible d'autonomie. C'est intéressant. Est-ce que vous avez un message à lancer à nos nombreux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment, qui sont aussi vos clients, et s'ils peuvent souscrire à cela, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Effectivement, pour compléter mon collègue de la branche non-vie, donc nous allons lancer tous ces produits d'assurance via les réseaux bancaires Robank avec 5 agences pilotes. La première agence, c'est l'agence de l'Imété, l'agence Victoire, l'agence Couronne, l'agence Hôtel de Ville et l'agence CTC. Dans ces 5 agences pilotes, comme Tarek l'a dit, après on va se déployer sur tous les réseaux Robank. Donc j'invite le public de fréquenter ces agences, de venir nous rencontrer. Il y a des commerciaux qui vont les recevoir pour pouvoir leur expliquer le mécanisme pour souscrire aussi bien dans les assurances vie comme l'assurance non-vie. Merci beaucoup, M. Hugues Toto, d'avoir répondu à notre invitation. La SNEL, la Société nationale d'électricité, SNEL SA, département des distributions de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite au retrait des groupes G27 et G28 de la centrale hydroélectrique d'Inga pour travaux, des interruptions dans la fourniture de l'électricité, de l'énergie électrique seront observées ce vendredi 11 février 2022 de 8h à 18h dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. Pour toute information utile, nos centres des ventes et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle. SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 10 février 2022, le département. Ne zappez pas, juste après ce journal, vous suivrez en page magazine les journées portes ouvertes organisées au siège de G24 dans la commune de Kalamou, au quartier Kaouka. 450 femmes à faible revenu ont reçu le fonds de démarrage grâce à l'intervention de l'Argentier national. Et par ce geste, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi est déterminé à accompagner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, restez avec nous. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvées à 23h. Serge Mata, grand, sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.